KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Il est bien connu, et d'ailleurs fort naturel, que le premier contact avec les abstractions philosophiques suscite chez les mieux doués des adolescents une manière d'ivresse divine. L'éloignement de tout repère touchable, une absence de limitation et de lisière, un ascétisme éblouissant, donnent une sensation d'alpinisme. Même volupté de l'altitude, même enivrement des cimes, et cette défaillance de joie devant les horizons accablants. Monsieur Rubenson s'était mouché sans bruit, d'un mouchoir dont Marguillier remarqua aussitôt la finesse, l'absence de volume et l'enfouissement discret au creux de la manchette. Marguillier rattacha ce détail à une série d'autres qui lui parurent de même ordre. Le complet d'étoffe sombre et neuve, le pantalon coupé avec une précise justesse, les chaussures exactes, tout cet ensemble soigné, sobre et froid. Incapable de retenir ses conclusions, il les confia tout bas à son poing arrondi en microphone, à portée de l'oreille d'Augustin. « Doit avoir de la galette, ce type-là. Me demande ce qu'il fout ici. » Augustin rejeta cette intrusion comme un contact de mouche. Il était en pleine ferveur. Il avait reconnu, dès l'abord, dans cette exposition traditionnelle d'un programme de philosophie, l'équilibre et la solidité des beaux plans classiques. Mais la richesse de ce qui s'y insérait dépassait naturellement toutes ses expériences, le jetait en un émerveillement sacré. Il ne fit à la philosophie nulle déclaration de fidélité, aucune offrande, rien de ce qui eût signifié dualité entre apport et apporteur. Il fut l'offrande et l'offrant. Il se jeta en elle d'une seule masse et tout entier. Il l'aimait parce qu'il serait le ciment de sa pensée religieuse. Il l'aimait aussi pour elle-même et par surcroît. Il aspirait, comme d'un baiser, chacune des idées qui venaient à lui, et ne songeait pas plus à se dire que, hors de cet air-là, il ne pourrait vivre que ne le pensent ceux qui respirent naturellement un air pur. Ce fut l'évanouissement de tout ce qui n'était pas elle, le coup de foudre, la certitude d'un bonheur noble, total, mystique et rationnel. L'entourage coutumier des classes se prêtait curieusement à cette adoration. L'odeur d'encre et d'arrosage, la vaste muraille gris de fer qui barrait la cour, le long rayon solaire de 10 heures du matin, frôlant la pente des toits, tombant droit du ciel sans intermédiaire, comme une révélation. Tout revêtait cette salle d'une sorte de gueuserie hautaine et de crasse noblesse, ignorante de toute tentation et de toute vie. Ces lieux n'étaient pas indignes qu'on y expliquât Platon. L'allégorie de la caverne, au 7e livre de la République, entretient une sorte de parenté avec la lumière qui filtre au carreau, verdie des collèges. Augustin resta à jamais reconnaissant pour ce matin d'octobre. Toutes choses n'existèrent plus que par les cadres nouveaux qu'elles apportaient à cet amour. Les différentes parties du cours s'associèrent chacune à un aspect du temps et du ciel. Elles durent beaucoup à la météorologie. La notion d'une psychologie sans âme se précisa vers une mi-octobre pluvieuse, à nuages bas. La passion prit place au milieu de novembre, sous le ciel lourd d'après Toussaint. Augustin se demanda si elle était émotion, comme le voulait Ribot, ou inclination, comme le pensait Kant, dans un air de velours gris mat, contre lequel les descriptions des maladies mentales se découpaient, pareil à des préparations sous un microscope. Il pensa même assez vite que la théorie de la perception et toute recherche psychologique en général s'accommodaient mal d'une table placée en travers du bureau paternel. Il eût souhaité, au moins pendant les heures du jour, quand ne se posait aucun problème de feu ni de chandelle,
la solitude de sa petite chambre, pour que son ivresse philosophique puisse s'exalter en un lieu qu'aucune tradition n'eût habité, un paysage inéprouvé, neuf et nu. Les principes de la connaissance, dont l'étude prit une partie de janvier, se disposèrent dans la sécheresse qu'il souhaitait, la plus voisine possible d'un phénomène d'intelligence pure. Par les rudes matins des premières semaines, aux petites heures des aubes gelées, bien avant le moment où l'on pouvait, en pantalon, prendre de l'eau chaude à la cuisine, Augustin s'enveloppait d'un tricot de laine montagnarde, puis de sa veste, puis de son pardessus, puis de l'édredon, et buvait une longue et subtile joie dans cet air impersonnellement glacial, sec et coupant comme une analyse. D'habitude, aucun prestige ne marquait le premier contact de la déesse. Parfois, pendant l'heure des cours, au moment où M. Rubenson laissait sans insister tomber un mot évocateur, elle apparaissait, incomplète et marmonéenne, fragment de statue dont tout le reste est sous les eaux. Mais Augustin savait la mauvaise qualité de ses joies prématurées. Mainte idée qu'il avait cru fixée lui abandonnait son enveloppe, cape écarlate d'où le toréador est parti. Il devait recommencer le soir à la lampe, explorer tenacement, phrase par phrase, à partir du lieu de rencontre entre le connu et le monde nouveau, jusqu'au point où elle cessait de voir. Et là, suivant le précepte rubensonien, comme ils disaient tous, il fallait n'en pas rester au sentiment passif d'obscurité, mais autant que possible formuler en termes précis le refus de comprendre, allumer, comme à l'abbatiale, les petits feux rouges qui jalonnent la nuit. 2 heures de suite, 2 heures, d'une ténacité fervente, au bout desquelles, respectueusement contrainte, la déesse se rendait enfin et ne fuirait plus. Alors, les termes obscurs, éliminés provisoirement pour d'autres plus simples, rentraient au contexte, réhabilités, denses, durs et pleins de lumière. Et les extensions jamais vues encore, vues pour la première fois, au lieu de venir de leur lointain toutes seules, toutes nues, sans attrait supplémentaire, s'accompagnaient de frémissements de joie sur tout le corps, jusque dans le détail cellulaire. Au lycée, le lendemain, dans la cour des grands, où circulaient isolés et prestigieux les philosophes, il lui fallait écouter chez les autres, un degré plus bas, des controverses parodiques. Va-t-on ne supporter qu'au prix d'un émerveillement intarissable l'interprétation berkeléienne du monde extérieur? Montrant à son camarade Appia, élève de mathématiques élémentaires et par conséquent transfuge, le banc de pierre que sautait à pieds joints Tadouleur du Perrier, il le sommait et le défiait de lui prouver son existence ainsi que celle de Duperrier lui-même. Sur quoi Appia lui arrachait, d'un geste illogiquement sûr pour des muscles inexistants, l'orange que Vaton projetait de sucer, et tous deux se pourchassaient en rond autour de cette cour indémontrable, tandis que l'orange passait dans un gosier à la fois altéré et immatériel. Cependant, autour d'Augustin, continuaient de couler les jours. Il avait vite compris la cruauté de son plan de solitude et l'impossibilité de le réaliser totalement. Loin de leur vie commune, M. Méridier dépérissait. Pendant les semaines de vacances, le succès du concours général avait allumé en lui un feu de paille d'optimisme. Il s'était de nouveau jeté sur ses thèses, avait une fois de plus entrevu le doctorat et la libération. La thèse latine, Quo tempore qua mente, s'était grossie de 7 feuillets. La thèse française sur saint François de Sales faisait mine de démarrer elle aussi. Certains morceaux délicats, écrits d'avance et trop longtemps cachés dans les chemises bleues, étalés maintenant sur la table, prenaient des airs de convalescents. Mais ils gardaient, de leur vie recluse, un certain manque de sang rouge, un charme grêle et de la faiblesse. « J'aurais besoin de ressaisir le fil », disait leur auteur, ou encore «
retrouverai-je le sentiment dans lequel j'ai écrit cela ? Il ressentait douloureusement les intervalles de temps. Certaines pages lui semblaient rédigées par un autre. Là-dessus tomba la rentrée et ses détresses. Les insomnies recommencèrent, la lassitude, une instabilité énervée revinrent. Elles aussi étaient parties en villégiature et rentraient pour octobre. Augustin voyait son père pénétrer, à pas peu sûr de leurs droits, dans ce qu'il appelait la cellule du philosophe, puis suggérer entre deux toux, avec un degré de timidité pas encore atteint, « Tu ne crois pas que tu pourrais faire quelque exercice de lettres pures ? Oh, de temps en temps, bien entendu, pour l'école normale. » Et comme le regard d'Augustin s'indignait, « Oui, oui, disait-il, c'est la loi des nouvelles amours. » Et il s'en retournait, de ce même pas d'humiliation et d'incertitude. Il s'efforçait de légitimer l'incurable abandon de sa thèse. Pour les mathématiciens, les juristes, l'effort est d'intelligence pure. Ils ne dépendent point, du moins, je le suppose, d'une sensibilité sur laquelle la fatigue a trop de prise. Mais moi, cette faculté susceptible est la matière même que modèle mon travail. Il supportait plus difficilement les ennuis de la maison, les cris de la dernière petite fille, qui n'allait décidément pas bien, le jetait dans une exaspération dont l'injustice lui faisait honte. Tous les lundis, depuis un temps immémorial, une odeur de lessive phénix et le chuintement de bouillon tombant sur le fourneau emplissaient l'appartement. Ces détails domestiques contre lesquels son ironie amusée protestait jadis en mots savoureux, d'une distinction un peu littéraire, le chassaient maintenant dans son cabinet. Il y restait sans reparaître jusqu'au dîner, où il ne mangeait pas. Madame Méridier, alors, changea d'attitude. Désormais, autour d'elle, tout alla tellement bien, s'arrangea si heureusement, que sa voix n'eut jamais besoin d'être élevée d'un ton. Le char du temps glissa sur des surfaces lisses. La chambre où elle couchait avec la petite Jacqueline, dangereusement près de la chambre paternelle, joua à changer de place avec le salon, d'où aucun bruit ne pouvait s'entendre. C'était même plus commode en réalité, si vous vouliez faire bien attention à tel point de détails inaperçus jusque-là, comme le sens d'ouverture de la porte, l'orientation de la cheminée et le danger des courants d'air. La nouvelle disposition l'obligeait sans doute à circuler un peu plus dans la maison, mais elle n'en surveillerait que mieux. Les menus servis le soir et à midi comportaient régulièrement des plats sucrés, des primeurs que le professeur aimait. Régulièrement aussi, il était censé faire mal à son estomac à elle ou à ses dents, le siège de la douleur variant, mais la réduction du coût qu'elle entraînait restant constante. Également lui firent mal, mais dans une autre partie de sa sensibilité, les corsages nouveaux, les chaussures neuves et les chapeaux frais. Pierre et Suzanne apprirent à jouer à voix presque basse, et elles surveillaient elles-mêmes leurs devoirs et leurs leçons, dans une salle à manger où se passaient aussi les raccommodages. Christine lui aida beaucoup à maintenir ces nouvelles conventions de sérénité et de silence. Personne n'expliquait comme elle à la souffrante petite Jacqueline, 3 ans, qu'il ne fallait pas pleurer parce que cela faisait du mal au pauvre papa. Elle connaissait l'art de faire en un tournement, d'une manière suffisamment soignée pour mériter un 7 pointé, les devoirs que donnait, aux Ursulines, mère Marie des 5 plaies. Avec la même vitesse, elle apprenait aussi les leçons, de la manière exacte dont l'exigeait cette mère. Et cette tâche remplie, elle réservait la meilleure partie de son temps pour la véritable maman à la maison. Cette petite de 12 ans comprenait sa mère sans besoin d'aucun signe. Elle n'était, quand il le fallait, qu'immobilité, attention, gravité. Ses larges yeux recevaient tout, conservaient tout. Admirables pupilles, qui pouvaient à leur gré étinceler de joie, briller comme des micas noirs, ou se faire impassibles, purement réceptives, n'être qu'une tache mate et privée de reflets, dans une petite figure sans confidence. Comme l'esprit d'une fillette de cet âge ne mûrit pas d'un seul coup, mais que certains cantons particulièrement frais et réservés restent longtemps baignés d'enfance, il existait des sujets de conversation qu'on n'agitait qu'entre 2 ou 3 amis intimes, soit chez l'une d'elles, soit même chez Christine,
certains après-midi où elle savait que ça ne dérangeait pas. On parlait de monsieur l'aumônier ou de nouvelles pensionnaires venues de la campagne, ou des manières de telle ou telle grande, ou de l'enfant de Marie qui serait cette année choisi pour réciter le compliment à Monseigneur. Si c'est Lucile des Oubliots, on ne pouvait guère hésiter contre les 4 ou 5 noms à particules et saveurs locales dont s'honorait chaque année le pensionnat. Oh, écoutez, oh, comme ce serait bien. Christine pinçait sa robe, plaçait le talon droit dans la concavité du pied gauche. 1, 2, 3. Puis, demi-courbée et ensuite redressée en un long glissement de danse, elle se retrouvait le talon gauche dans la concavité du pied droit. 4, 5, 6. Après quoi, respectueuse, mutine, rieuse et toute rouge, elle détaillait « Monseigneur », battait des mains et tournoyait de joie. Une petite compagne rectifiait « Quand on regarde Monseigneur dans les yeux, c'est effronté. Mais quand on regarde Monseigneur au menton, c'est très bien. C'est Mère Marie des 5 Plaies qui l'a dit. » Soudain, Christine eut l'air de se rappeler un important détail oublié. « Non, ce ne sera pas Lucile des Oubliots. Parce qu'elle a dit « Je l'aime beaucoup, Monseigneur. Il est gentil, Monseigneur. » Mère Marie des 5 Plaies l'a regardée. Vous savez comme elle regarde. « Oh, mon enfant, on dit « gentil » d'une petite amie, d'une compagne, mais de Monseigneur. Oh, mon enfant. » Et pendant ce temps, Mère Marie des 5 Plaies la regardait toujours. Au temps des pâquerettes, on détachait chaque pétale en prononçant successivement « fille, femme, veuve, religieuse ». Toutes les chances de la vie se distribuaient entre 4 corbeilles exactement égales et l'élection était réservée à un pétale de pâquerette. Mais à l'hypothèse femme, ces petites filles sautaient de joie, comme à une malice qu'elles auraient faite à la destinée, une évasion railleuse vers le prince charmant. Une de ses enfants, externe appartenant à ce qu'on appelait la société, venue un jeudi demander le texte d'un devoir, changea le ton des confidences. Il y avait, laissa-t-elle tomber d'un air détaché, candide et supérieur, un élève du petit séminaire qui l'aimait extrêmement et n'était pas son frère. La conversation baissa de timbre, atteignit l'indistincte, ne fut plus qu'un murmure de stupeur, de crainte et de pressentiment. Ainsi, dans ce petit monde, prenait-on contact avec les énigmes du cœur. Ces secrets s'échangeaient en un langage très singulier, composé pour moitié de mots sourds et chuchotés, l'autre moitié faite avec des rires d'une candeur ardente. Ces rires jouissaient d'une propriété qui les apparentait au phénix. Ils pouvaient mourir subitement, bâillonnés, étouffés net. Mais la seconde d'après, ils renaissaient d'eux-mêmes, éclatants, verticaux comme un feu d'artifice. Ils constituaient dans ces entretiens les parties destinées à la publicité, les seules qui s'échangeassent tout haut. Les grandes personnes, exclues de la conversation de ces petites filles, étaient ironiquement conviées par ces rires à écouter de loin une joie dont on les condamnait à ignorer les causes. Cruellement abandonnées à leur sérieux d'adultes, elles restaient en détresse sur le bord du bonheur. Ainsi, tout à côté de la vie d'Augustin, sans qu'il les aperçût beaucoup, sans qu'il leur accordât autre chose qu'une bienveillance condescendante, d'autres vies se déroulaient plus près du sol, moins empesées de supériorité et d'idéologie. Comme il revenait d'étudier les facteurs de l'évolution et toute la leçon de M. Robinson sur les hypothèses biologiques, Augustin trouva sa sœur dans la cuisine, debout contre le fourneau, surveillant du lait tout en lisant des leçons. Christine, le livre en main, récitait d'une voix appliquée et rapide, coupée d'aspirations d'air brusques comme des sanglots, destinée à fournir sa matière première à l'émission de voix suivantes. Mais en même temps, elle surveillait la casserole, en petite fille renseignée, que les ébullitions de lait ne surprennent pas.
Augustin s'empara du livre avec cette taquinerie dominatrice qu'il affectait parfois pour sa sœur. C'était un de ces manuels de maison religieuse, cartonné de jaune, signé en simple initiale de frères 4 bras. La page ouverte donnait la liste des grands hommes du siècle de Louis XIV, leur date et le nom de leurs œuvres. Augustin lut tout haut. Parmi les grands philosophes, il faut citer Bossuet, 1629-1704, et Fénelon, 1651-1715. Il éclata de rire. « Laisse mon livre, toi !» cria Christine outrée. « C'est Mère Marie de Cinq-Plaies qui a dit de la prendre. Elle le sait aussi bien que toi, peut-être. » « Des Cinq-Plaies !» fit Augustin, plein d'une déférence affectée. « Oh alors !» Les yeux noirs de la petite prirent leur teinte dure et fermée. Elle le fixa une seconde, glacée, sans parole, et lui tourna le dos. Que sanctionnait-elle par ce dédain et ce silence ? Vraisemblablement, plus qu'une raillerie personnelle à l'égard de ses mères, plus même qu'une tentative de critique contre un entourage cher. Elle éprouvait pour le petit monde des Ursulines une tendresse à peu près aussi forte que l'horreur d'Augustin pour ses cours de récréation à lui. Par une combinaison miraculeuse d'anciennes autorisations, d'oubli et de facteurs inconnus, ces religieuses avaient été jusqu'alors épargnées par la grande chasse à courre aux joyeuses curées, dont la République pourchassait leurs compagnes. Elles attendaient Dieu sait quoi et pourquoi, précaires, tranquilles, tremblantes, fleurs tenaces d'un jardin ravagé. L'amour de Christine pour elles avait quelque chose d'une compensation exaltée. Elle gardait sous la tempête une enfantine paix évangélique, un peu moutonnière et innocente. Leur sombre porche solennel restait doux comme un chien de garde pour les enfants de la maison. Dès qu'il était franchi, s'ouvrait un univers enchanté. La pénombre vert-bleu des jardins intérieurs au rare soleil, le contraste avec l'admirable jardin des Charmilles, qui servait pour les jours de parloir, les distributions de prix et les processions, les 2 chapelles, la grande et la petite, pleines en hiver de rameaux dorés et de fleurs artificielles, mais lors des fêtes d'été, au temps après la Pentecôte, bondées de fleurs comme au Cantique des Cantiques, étouffées, suffocantes sous la terrible odeur des lys. Les classes voûtées aux impostes rondes, ouvrant sur des cloîtres à statues, tableaux pieux, devises et petits autels. Les parloirs à plantes vertes, cirés à glace, où malgré les réprimandes et l'invitation des patins en étoffe, on pénétrait en glissant. Les processions des enfants de Marie et des enfants des anges, rubans bleus et rubans feu, beaux yeux luisants d'envie de rire, de secret et de ferveur, la cérémonie des notes de semaine devant mère assistante, les gammes de piano et les exercices jaillissant de tous les corridors, sautant hors des fenêtres dans les jardins intérieurs, criblés et transpercés par les pépiments des oiseaux. La gaieté de cette énorme maison pleine d'enfants, les religieuses de tout âge, de tout air, de toute corpulence, les mères et les novices, les converses et les dames de cœur, les paysannes et les nobles, les massives et les fines, les ridées et les jeunes, les revêches et les tendres, les unes souffrantes et pâles de la pâleur de leur lys, d'autres fortes comme des hommes, toutes gardant ce même air de restriction, de surveillance de soi et d'autrui contre l'infinie variété des périls. Lorsque tous les matins, les 2 petites sœurs, Christine et Suzanne, même robe blanche et bleue, même ruban de natte, même petit pas posé, l'une ingénue et docile, l'autre importante et ingénue, se donnaient la main pour passer le vieux porche, la grave maison, comme elle avait fait auparavant pour leur grand-mère et leur mère, semblait fermer sur ses enfants des bras. Des regards de 12 ans sont profonds. Outre une intention possible de sarcasme, peut-être discernait-il dans les paroles d'Augustin et d'autres semblables que de temps en temps il ne retenait pas, le péril souvent dénoncé de soumission au jugement du monde, de flottement à tout vent de doctrine, presque de péché contre la vertu théologale de foi, certainement de rationalisme, danger dont les 4 causes énumérées au catéchisme, expliquées à l'usage des maisons d'éducation chrétienne, sont, comme chacun sait, la vaine curiosité, l'ignorance, les passions et l'orgueil. Il était très vrai qu'Augustin, imitant Vathon, éberluait trop souvent Christine de raisonnements extraordinaires.
Il ne détestait pas d'essayer sur elle un petit effet de scandale. À table déjà l'année précédente, il avait parlé de saint François de Sales, de Pascal, de Port-Royal et du gallicanisme en termes libres et prétentieux à la fois, dont s'amusait son père. Il fallait bien accepter certains moments rieurs en cette raide jeunesse. Mais ce n'était là que la surface des choses. Augustin ne rayait ainsi que parce qu'existaient en profondeur d'autres préoccupations dont il se taisait. Ses moqueries sur des sujets inoffensifs exprimaient en une autre langue ce que recouvrait précisément son silence sur de lourds sujets voisins. Peut-être était-ce cela que devinait obscurément Christine. Dès la fin du premier trimestre, Augustin sentit naître une situation qui ne fit que se confirmer par la suite. Contrairement à ce qu'il avait espéré, de décisifs moyens de conviction et d'apologétique, une vérité totale où s'engloberaient à la fois ses dogmes et l'univers, il vit que la philosophie développait ses surfaces en une complète indifférence aux directions proprement chrétiennes sur l'âme et Dieu. Une indifférence bien plus radicale que celle des classes antérieures, laquelle, par comparaison, semblait feinte et convenue. Elle prétendait n'être gênée par rien, foulée des voies souveraines autonomes et libres de péage, où ne circulait aucune suggestion, aucun conseil, rien que son char aux chevaux blancs. Elle semblait, d'aventure et sans les chercher, rencontrer les solutions chrétiennes en de vastes convergences, et le cœur d'Augustin se gonflait d'une haute et austère joie, d'un sentiment de présence de Dieu qui eût choisi pour se révéler le mode intellectuel. Avec cette restriction, que la plénitude de la joie n'apparaissait jamais que comme une espérance, se reculer vers quelques moments futurs, comme les convergences seraient totales. Mais d'autres fois, c'était l'inverse. Le donné tentait d'échapper au modèlement venu d'en haut. L'inférieur prétendait engendrer le supérieur, sans direction ni finalité, par une complexité croissante de choses sans âme. Le sentiment et la notion même de Dieu n'étaient que matière pour des synthèses finalement athées. M. Rubenson faisait, il est vrai, remarquer qu'il n'y avait là, pour le moment, que tendance intellectuelle, espoir ambitieux avançant à peine au-delà de sa méthodologie, et cette critique faite par esprit d'une exactitude fine et robuste rassurait Augustin. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.